Les dernières élections législatives décidées par la dissolution surprise d'Emmanuel Macron étaient censées clarifier la vie politique française. Elles ont abouti à un blocage sans précédent de notre démocratie, divisée en 3 blocs antagonistes irréconciliables. Après des JO éclatants, la France semble dans une impasse budgétaire et politique dont on ne voit nulle part l'issue. Alors s'agit-il d'une crise de nos institutions ou bien une crise encore plus profonde du régime démocratique lui-même qui produit une insatisfaction grandissante et ne produit plus de majorité? Les sources du malheur français sont-elles exclusivement économiques ou bien d'abord politiques? Comment sortir de cette impasse? Je vais débattre de tous ces sujets avec mes 2 invités, le philosophe Marcel Gauchet et l'essayiste Nicolas Bavrez. Bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Marcel Gauchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et philosophe, vous êtes l'auteur d'une œuvre extrêmement importante. Vous avez notamment publié chez Gallimard L'avènement de la démocratie en 4 volumes, une somme magistrale sur la démocratie. Et vous publiez en cette rentrée Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale, un essai où vous essayez de cerner l'origine de la crise que traversent les démocraties occidentales. Vous dites que le cœur souterrain de ce problème est la sortie de la religion et l'avènement de l'individualisme. Et vous allez nous expliquer d'ailleurs en quoi il s'agit d'un nœud. Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez, Le sursaut aux éditions de l'Observatoire, ça sort dans le 23 octobre si je ne me trompe pas, 20 ans après la publication de votre best-seller La France qui tombe. Vous actualisez le constat, finalement, la France non seulement n'a pas enrayé son déclin, mais elle est au bord du gouffre, mais vous croyez encore au sursaut. Vous pensez que la France a les ressources pour sortir de cette crise. Alors j'aimerais qu'on commence cette émission en revenant peut-être sur les législatives de juillet dernier qui ont abouti à une France complètement bloquée entre 3 blocs. On a là une infographie nous montrant l'Assemblée nationale. Vous, quand vous voyez ça, Marcel Gauchet, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un pays bloqué, une crise des institutions, une crise de la démocratie elle-même. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette France divisée en 3 blocs? Je dirais que l'effet que le président de la République attendait, c'est-à-dire la clarification, a bien eu lieu, mais pas dans le sens qu'il croyait. La clarification, c'est l'apparition d'une nouvelle configuration politique que, d'une certaine manière, ce tableau rend clair. On a la superposition de 2 clivages. Il y a un premier clivage tout à fait classique, gauche-droite, qu'on retrouve, mais à l'origine de la partition en 3, au lieu de 2 qu'on attend d'habitude et qui permet d'avoir une majorité et une opposition, on a un clivage qui a déterminé le résultat de cette élection entre 2 camps. 2 fois 2 ne font pas 4 en l'occurrence, mais 3. Car le clivage, disons, progressisme, c'est-à-dire l'alliance de ce qu'on appelle la majorité présidentielle et du nouveau Front populaire au titre du Front républicain, a permis la minoration, le renvoi dans la minorité du Rassemblement national qui apparaissait au sortir du premier tour comme la force dominante. Mais, bien entendu, ce camp progressiste est lui-même totalement divisé. Et il n'y a pas de politique possible entre la majorité présidentielle et le nouveau Front populaire dominé par la France insoumise. Donc on se retrouve avec un 3. Il y a d'un côté les progressistes, de l'autre ce qu'on peut appeler les populistes, terme que d'ailleurs je n'emploie pas du tout dans un sens péjoratif, parce que le populisme fait partie de l'univers démocratique. Et en réalité, la logique aurait voulu que la majorité présidentielle et le nouveau Front populaire s'allient dans un jeu classique, puisqu'ils étaient alliés dans le rejet du Rassemblement national, mais ça n'est pas possible. C'est ça la clé de la situation. Donc on a un système effectivement bloqué, mais bloqué, je dirais, dans le bon sens, parce qu'il permet de prendre conscience, je pense, dans le pays, il y a des effets de blocage qui sont positifs. Les institutions vont peut-être mal fonctionner, mais la conscience publique va peut-être, elle, se décanter par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Nicolas Bavrez, ce blocage, pour vous, il est conjoncturel, lié au geste du président de la République, ou il est vraiment structurel? On est dans une démocratie qui n'arrive plus à dégager de majorité.
Alors, le geste du président de la République, il était tout à fait insensé. Une dissolution, normalement, c'est fait pour régler une crise politique. Il a inventé la dissolution qui crée la crise politique. Donc ça, c'est vrai que... et il a réussi à bloquer des institutions de la Ve République qui sont normalement extrêmement solides et stables. Mais il est vrai que, je reprendrai ce qui a été dit par Marcel Gauchet, d'une certaine manière... C'est la clarification que l'on n'attendait pas. Donc, il n'y a aucune clarification politique, c'est le blocage complet. Mais là où je pense qu'il y a clarification, c'est que Emmanuel Macron a poussé le mal français au bout de sa logique. Et donc, la clarification, c'est que ce qui apparaît, c'est la vérité sur l'effondrement du pays. Donc, une crise financière, quand même... qui est l'équivalent de celle de 81-83. Donc maintenant, on emprunte plus cher que la Grèce et que l'Espagne. Et donc, et on se retrouve avec un trou de 60 milliards non prévu. Donc c'est gigantesque. On a perdu le contrôle de la dépense et de la dette publique. Derrière cet éclatement, il y a une décomposition de la société française, une paupérisation accélérée qui est spectaculaire. Et il y a encore, enfin, une dernière crise qui est larvée et dont on parle peu, mais qui est quand même la crise diplomatique. Sous Emmanuel Macron, la France s'est fait sortir d'Afrique. Avec la Nouvelle-Calédonie, on est en train de se faire sortir de l'Asie-Pacifique. Les relations avec le Maghreb sont épouvantables. Dans l'Union européenne, on n'existe plus. On est marginalisé au Parlement. Dans la Commission, on nous a donné un titre ronflant, mais Monsieur Séjourné n'a aucun pouvoir. Et à cause des revirements successifs, on s'est ridiculisé en Ukraine et au Moyen-Orient. Donc, voilà le tableau. Donc, c'est vrai que derrière cette initiative politique insensée, elle fait la vérité. Et c'est là où je pense qu'on peut reprendre le titre du livre de Marcel Gauchet. C'est là où on a un nœud. Oui, on a un nœud, pour le coup. On pouvait appeler chez les Grecs le nœud gordien. C'est que maintenant, soit on tranche... Oui, mais le problème, c'est que pour couper... Soit on continue à serrer. Et si on continue à serrer, ça va... Sauf que pour couper le nœud gordien, il faut avoir une majorité. Le problème, c'est que là, au moment où on aurait le plus besoin de mettre en place des politiques, j'allais dire radicales, on a le moins la capacité de les mettre en œuvre, puisque effectivement, il n'y a pas de majorité. Donc, on le voit notamment sur le budget, on est capable de absolument rien faire parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, le blocage est total. Alors, si je peux me permettre, oui. Juste d'un mot, 58, le général de Gaulle arrive. Oui. Il dit c'est le miracle ou la faillite. C'est le miracle, grâce au plan Armand-Rueff. Mais je rappelle qu'il est en majorité relative. Oui. Et qu'il a su trouver les moyens. À partir de 62, c'est différent. Et qu'en 58, on refait quand même une constitution, une politique économique. On met en place un début de règlement d'Algérie, les fondements d'une nouvelle politique étrangère. On fait tout ça et qu'on rembourse la dette extérieure en 3 ans. Et on fait ça sans majorité absolue, en tout cas à l'époque. Ça montre quand même que de temps en temps, quand on fait appel aux citoyens par-dessus le système politique, oui. On peut obtenir des résultats. Le vrai problème, c'est que la personne qui serait en mesure de faire cet appel aux citoyens par-dessus le personnel politique ordinaire, nous ne la voyons pas apparaître, mais c'est pas une fatalité non plus. Donc, il y a une place à prendre. Marcel Gauchet, dans votre livre, vous parlez de la crise néolibérale. On peut parfois être étonné par ce terme néolibéralisme. Oui. Il fait surtout parce qu'il fait des objets d'emploi très suspects. Voilà, justement, parce que Nicolas Bavray en parlait à l'instant. Vu l'état de la crise budgétaire dans laquelle on peut se dire, est-ce que la France est vraiment passée par une étape libérale, voire néolibérale? Qu'est-ce que vous entendez exactement par ce néolibéralisme et pourquoi il est en crise aujourd'hui? Alors, je réponds à la deuxième partie de votre question avant la première. La France est passée par une phase néolibérale et c'est la clé de la situation apocalyptique à de certains égards sur le plan financier que décrivait Nicolas Bavray. C'est que nous avons eu le néolibéralisme et l'achat de la paix sociale. C'est l'achat de la paix sociale qui fait notre dette faramineuse. Parce qu'on peut avoir les deux. Oui. C'est pas incompatible. C'est-à-dire, on a un certain type de politique économique, mais pas seulement. Le néolibéralisme, ça n'est pas que l'économie. J'y reviens. Mais vous pouvez avoir un certain type de politique économique et
par ailleurs, la nécessité politique, celle-là, de faire accepter cette politique à l'usage des entreprises par la masse des citoyens qui n'y comprend pas grand-chose, mais qui voit bien ce qui en résulte pour sa condition de tous les jours. Alors, néolibéralisme, ce qu'on voit, et c'est ce que généralement l'opposition d'extrême gauche appelle ultralibéralisme, qui effectivement, vu de France, est une notion onirique, parce que nous sommes exactement dans le contraire. Le néolibéralisme, c'est d'abord une philosophie juridique, si je puis dire. C'est d'abord une philosophie des droits de l'individu. C'est ça la chose clé qui comporte toute une vision de la vie sociale qui se ramène au contrat que passent des individus en droit et qui entraîne une image du fonctionnement collectif qui ne se réduit pas du tout au marché qui supposait être le ressort de l'efficacité économique. D'abord parce que les marchés sont des produits de l'État et ça coûte cher à fabriquer, très cher même, et d'autre part parce que les conséquences sur la vie sociale du modèle économique sont d'un autre ordre que l'économie. Mais le modèle de marché devient le modèle des relations sociales dominantes, avec tous les effets que nous pouvons observer au quotidien et les conséquences qui en résultent. C'est une situation compliquée. Et c'est pas avec des mots simples qu'on s'en tire. Nicolas Vavray, est-ce que vous adhérez à cette idée de néolibéralisme qui serait peut-être distincte d'une tradition libérale à laquelle vous vous rattachez? Moi aussi, je suis libéral en un certain sens, je le précise, mais pas néolibéral. Là où je crois que ce que décrit Marcel Gauchet est exact, c'est qu'incontestablement, on a eu un cycle historique de la mondialisation qui a commencé en 79, mais qui est terminé aujourd'hui. Donc en réalité, d'une certaine manière, c'est un livre d'histoire, parce que ça s'est arrêté avec... donc il y a eu ce grand moment, effectivement, de diminution d'abaissement des frontières, le mouvement des biens, des personnes, des données, la poussée d'Internet, le pouvoir des marchés qui a primé celui des États, la société ouverte, et puis l'illusion d'une paix perpétuelle et d'une guerre qui était devenue impossible. Bon, ça s'est fracassé sur le krach de 2008, la pandémie de Covid et évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ce cycle-là, il est terminé. On peut l'appeler cycle néolibéral, mais là où, pour le coup, je réintroduirai un peu de complexité, c'est que je pense que la situation des pays, d'ailleurs on l'a vu, la hiérarchie des pays, elle a beaucoup bougé. Et par exemple, la France, en réalité, a été plutôt dans la résistance, ou en tout cas, elle a été aux marges. C'est vrai qu'à travers l'Union européenne, elle y a participé, mais elle fait partie des grands perdants de cette nouvelle donne, ce qui n'a pas été le cas de tous les pays. Quand on regarde l'Allemagne, qui maintenant a de gros problèmes, mais l'Allemagne en a beaucoup bénéficié à un moment donné. Donc, le postulat qu'a pris Marcel Gauchet, c'est justement de ne pas, j'allais dire, ce qu'il a dit, de regarder l'esprit principe, j'allais dire, de cette époque, et de ne pas regarder le détail des pays. Mais en fait, le détail des pays, il importe quand même. Et là-dessus, c'est vrai que l'Europe en général, la France en particulier, on fait partie des grands perdants. Perdants du néolibéralisme. Oui, perdants du néolibéralisme, l'Europe est la zone commerciale la plus ouverte du monde. Et apparemment, ça n'a pas été tout à fait une réussite, parce que c'est par ailleurs une zone très fragmentée sur beaucoup de plans qui permettent à d'autres puissances, on pense évidemment aux États-Unis, de jouer une partie beaucoup plus efficace que nous. Je ne disconviens absolument pas de l'existence de ces paramètres. Je voulais juste suggérer qu'il fallait regarder au-delà de la stricte logique économique. Le pays pionnier du néolibéralisme en Europe, en Europe au sens continental, puisqu'on n'est plus dans l'Europe politique, à savoir le Royaume-Uni, est le perdant le plus marqué de la redistribution des cartes qu'évoquait Nicolas Vavray. C'est un pays dont l'appauvrissement par rapport, par exemple, à la France, est spectaculaire dans la masse de sa population. Justement, Marcel Gauchet, dans ce livre, vous dites finalement que le malheur français n'a pas des sources uniquement économiques. En tout cas, vous dites que peut-être qu'on donne trop de place à l'économicisme dans l'explication générale
de ce qui ne va pas, de ce qui est en crise dans notre démocratie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous entendez qu'on met trop l'accent justement sur les facteurs économiques et pas assez sur les facteurs politiques, ou alors qu'on ne voit pas que derrière les facteurs économiques, il y a des facteurs politiques? Alors, pas seulement politiques. C'est là où il faut un peu sortir de nos sentiers battus. C'est que il ne s'agit pas du tout de nier le caractère capital de la vie économique de nos sociétés. Il s'agit de comprendre pourquoi nos sociétés ont mis l'activité économique au premier plan de leurs préoccupations. Ce qu'on a par exemple très longtemps reproché aux Français, et à juste titre, c'était de très peu se soucier de l'aspect économique au profit de l'aspect politique. C'était un grand thème de la critique justement libérale à l'égard de Français obsédés par la politique et relativement indifférents aux conséquences économiques de leur politique. Nous sommes entrés, là pour deux coups, c'est une grande conversion pour les Français dans le bain général, via notamment la construction européenne. Et la question, c'est encore une fois, qu'est-ce qui a déterminé la mise au premier plan à ce point de l'existence économique comme la chose qui explique tout? Alors ça explique beaucoup de choses, je ne songerai pas à le nier, mais l'économie n'explique pas le règne de l'économie. Qu'est-ce qu'il explique? Ce sont deux choses différentes. Et qu'est-ce qu'il explique alors? Alors, c'est là où on entre dans l'aspect proprement philosophique de ce que j'ai essayé de faire, puisque là on n'est plus dans l'ordre de ce que la connaissance empirique peut établir dans l'ordre économique. Je crois qu'on est devant, précisément, un tournant civilisationnel, on peut bien le dire, où nous sommes arrivés au bout d'une évolution très longue, qu'on peut appeler sortie de la religion, même si apparemment aujourd'hui c'est plus le thème principal, mais c'est la sortie de l'empreinte que les religions ont laissée sur nos sociétés jusqu'à une date tout à fait récente. Et où, on pourrait dire, la préoccupation organisatrice, c'était la survie de la société. Donc avec ce qu'elle impliquait de domination, d'autorité, d'appartenance des individus à des groupes, de respect des traditions. Tout ça a volé en éclats, c'est littéralement volatilisé en créant un nouvel espace, celui de la mondialisation, pas de frontières. En fait, l'idée que les États-nations sont une espèce de monstre temporaire qui a régné quelques siècles mais qui va disparaître au profit d'une société civile mondiale, que les relations sociales, toutes, y compris par exemple ces relations primordiales que sont les relations entre les sexes, doivent être réglées par le droit. Et puis que l'idée même de tradition relève d'un obscurantisme réactionnaire qu'il faut absolument bannir, puisqu'on est là pour changer. Qu'est-ce que je dois changer? Voilà la première question de n'importe quel responsable arrivant où que ce soit. L'héritage, c'est ce qu'il faut bannir. À l'arrivée, ça donne en effet au moins un désarroi intellectuel considérable dans l'esprit des acteurs, pour la plupart d'entre eux, quelques heureux satisfaits, et une espèce de perte des repères pour les gens qui aujourd'hui, c'est un aspect très important du conflit nord-sud, nord-sud global comme on dit, des gens qui ont perdu tout repère, y compris géopolitique, qui ne raisonnent plus de façon géopolitique, et des gens qui campent, eux, sur des repères traditionnels, ne comprennent pas à qui ils ont affaire, et nous voient comme des malades sur lesquels, des malades faibles, sur lesquels ils peuvent en plus exercer une autorité nouvelle pour eux, qui compte bien exploiter. C'est un aspect très important, à mon sens, de la conjoncture sur le plan géopolitique. Nous sommes perçus comme faibles par des gens qui pensaient que jusqu'à présent, il fallait être très prudent. Eh bien, ils ne le pensent plus. Ils pensent qu'ils ont la main, que nous sommes finalement des décadents, qui certes conservent quelques moyens, mais résiduels. Nicolas Barbret, quand on vous lit, quand on a lu La France qui tombe en 2003, et vos interventions dans le Figaro, on a l'impression que la question économique est quand même très importante à vos yeux. Est-ce que les sources du malheur français, elles sont exclusivement économiques? Est-ce qu'on ne sous-estime pas aussi les facteurs politiques? Est-ce que juste améliorer la situation économique du pays suffirait à résoudre la crise profonde que traverse la démocratie? Est-ce que c'est juste un problème de grain à moudre, de distribution de richesses, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème encore plus profond qu'évoqué Il y a la France et puis il y a la crise des démocraties. C'est vrai que la France
France est un cas pathologique. Oui. Donc, on a oublié que dans les facteurs de puissance, évidemment, les facteurs matériels comptent. Oui. Et on ne peut pas avoir un discours de la puissance si on n'a pas les moyens de la puissance. Oui. Dans les moyens de la puissance, il y a l'économie, il y a la technologie, et il se trouve qu'on a pratiquement été rayé de la carte sur ces deux plans. Donc, mais par exemple, et c'est là où la discussion ouverte par Marcel Gauchet est juste, c'est que par exemple, si on prend les États-Unis, Oui. il y a des problèmes économiques, mais ils sont plutôt aujourd'hui, l'économie américaine, elle dégage 2,5% de croissance par an, les gains de productivité c'est 2,2%, ils ont repris le leadership sur l'énergie, la technologie, la défense, l'agriculture et la finance. Bon, donc les moyens de la puissance sont là, aux États-Unis, et il y a néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en crise, démocratique ils sont pas en crise démocratique. Donc, la France est un cas effectivement très particulier, et au cœur du problème français, il y a quand même un modèle économique et social qui ne fonctionne absolument plus. Ça n'empêche que dessus, on a des problèmes sociaux, on a une violence qui gangrène la société, on a une diplomatie qui est en train de... On a un État obèse qui fait 58% du PIB et qui ne sait plus produire ni éducation, ni santé, ni transport, ni justice, ni police, ce qui fait quand même beaucoup. Bon. Mais incontestablement, quand on regarde dans le monde, on s'aperçoit bien que, même si la France est un cas pathologique, c'est pas le seul pays qui est concerné par ce problème. Et je crois que cette crise, elle est complexe, et qu'à l'origine, il y a cette embardée économique qui vient des Friedman, un capitalisme actionnarial purement financier, ce que de manière géniale, Solzhenitsyn avait vu dans son discours de Harvard, en disant que l'Occident, en réalité, était aussi malade que l'Union soviétique du matérialisme, sans s'en rendre compte. Donc, on a un problème de capitalisme qui est derrière des inégalités qui ont été massives, mais bien sûr, la crise, elle est aussi politique, intellectuelle et morale. Et il y a une crise stratégique, donc qu'est-ce qui s'est passé quand l'URSS est tombée ? C'est que finalement, la formule de Laurent Fabius exprime, je pense, très bien ce qui s'est... Tout le monde, les démocraties se sont dit qu'on allait toucher les dividendes de la paix. Et donc, grosso modo, aux États-Unis, on a fait du dividende fictif. Chez nous, on a fait du revenu fictif et des prestations sociales fictives. Mais tout le monde, finalement, s'est dit que la vie était belle et qu'on allait en profiter. Et paradoxalement, le fait de ne plus avoir d'adversaires, ça a donné une politique de facilité invraisemblable. Donc, on a, et c'est là où il y a quand même une comparaison avec les années 30, 89 est une paix manquée comme 1918. On a quand même réussi à réinventer une grande crise du capitalisme en 2008 comme en 29, alors que normalement on avait compris qu'il valait mieux éviter les déflations. Et pour moi, c'est là où j'aurais une différence. Je ne crois pas que ce soit la sortie de la religion le cœur du côté intellectuel et moral, parce que c'est là où je pense que c'est un regard qui est trop européen. Aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de sortie de la religion. Quand on regarde le reste du monde, pour le coup, le Moyen-Orient, la Russie et même l'Asie, il n'y a pas de sortie de la religion. C'est un problème qui est un problème européen. En Afrique, il n'y a pas de sortie de la religion non plus. Il y a une énorme poussée de l'islam. Donc, ce que je crois en revanche, et ça c'est le vrai problème de l'Occident, c'est que derrière cette politique de facilité, il y a ce que j'appelle, moi, l'idéologie de la déconstruction. Et qui, d'une certaine manière... Donc, non seulement on est allé vers l'individualisme, mais c'est un individualisme qui est un individualisme nihiliste. Et c'est ça, la racine, pour moi, du mal intellectuel et moral, plus parce que Est-ce qu'il peut y avoir un individualisme non nihiliste ? Sur la... Ah ben oui, il y a un individualisme. Forcément, il y a un individualisme libéral qui, on a fait vivre la démocratie pendant très longtemps avec, mais le verre était peut-être dans le fruit. Avec des principes, non, mais
Non, le ver est pas dans le fruit. Le ver est dans le fruit pour la démocratie parce qu'on a des principes contradictoires depuis le début. Oui, c'est ça. On a des droits de l'homme, on a la souveraineté nationale, on va en parler de ça, on a une constitution, et ça vient des 3 révolutions américaines, enfin anglaises dans l'ordre, anglaise, américaine et française. Et donc en permanence, il faut concilier ces principes. Donc évidemment qu'il n'y a pas de démocratie sans individualisme, mais il n'y a pas de démocratie sans un État qui fonctionne. Il n'y a pas de démocratie sans les 3 piliers, le suffrage universel, les institutions de l'État de droit et les mœurs qui permettent d'aller avec. C'est-à-dire des mœurs où on a le sens, le respect de la citoyenneté, du collectif et le sens de la modération. Et le fait que les gens qui sont d'une opinion différente appartiennent au même pays et que c'est même plutôt sympathique de discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que soi. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Marcel Gauger. Alors, juste un point de clarification de ce que j'ai dit trop vite, évidemment. Je ne parle pas de la religion comme adhésion personnelle, comme corps de croyance partagé par des personnes. Je parle, je l'ai dit trop vite, de l'empreinte laissée par les religions sur la vie sociale, parce que ça a été, ça ne réduit pas la religion à cet aspect-là, mais ça donne la note de ce qu'elles ont été historiquement. Les religions étaient une manière de fabriquer les sociétés, de définir la norme générale des rapports sociaux en fonction de cette obéissance à un principe supérieur. Le pouvoir, bien entendu, mais aussi toutes les règles d'appartenance, depuis la famille jusqu'à l'État, et puis aussi le rapport temporel. Alors, sur le plan de la croyance, j'attirerai votre attention sur un point, c'est que je crois, il y a un consensus là-dessus du côté des spécialistes, une des grandes nouveautés civilisationnelles américaines, c'est le commencement en grand de la sortie de la religion. Il y a une fulgurante ascension des gens qui se déclarent non affiliés à une confession quelconque. Et je crois que dans la vie quotidienne américaine, ça se ressent déjà beaucoup. Mais ça, c'est un point de détail. L'important, c'est effectivement ce qui n'est pas près de mourir aux États-Unis comme religion, c'est la religion des États-Unis. C'est-à-dire la conviction du rôle spécifique, original, moteur à l'échelle du monde de la civilisation américaine dont les autres doivent s'inspirer. Et c'est de ça dont je parlais, qui rejoint tout à fait la description que vous avez donnée. C'est l'effacement de cette dimension structurelle des religions qui, dans nos sociétés les moins religieuses au sens de la conviction et des rites partagés, étaient toujours omniprésentes. Ça, je crois que c'est en train de s'effacer complètement en Europe. C'est la particularité européenne à l'échelle du monde. Je crois que l'Occident, en général, est atteint par ce phénomène, mais vous avez bien entendu raison, ailleurs, nous n'y sommes pas. Et ça peut travailler profondément. Mais ailleurs, il n'y a pas de démocratie. Hein ? Il y a peu de démocratie. Il faut faire attention, par exemple, l'Inde. Dieu sait que la religion a un rôle, on peut dire... Mais il faut quand même être... Il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. On peut décrire comme une démocratie libérale, l'Inde, ça se discute. C'est pas une démocratie occidentale, c'est pas une démocratie. Mais... c'est un endroit où les gens votent pour nous. Et d'ailleurs, à preuve, aux dernières élections, certes, Modi a été réélu, mais lui aussi n'a pas de majorité absolue. Mais oui. Contrairement à ce qui montre que les choses sont pas... au Brésil, c'est une démocratie aussi. Évidemment, la religion au Brésil, c'est très important et on n'est pas en sortie de religion au Brésil. Donc, Si. On est en transformation religieuse extrêmement importante. Transformation, oui, mais... Je voudrais revenir sur un autre aspect que vous explorez dans votre livre, c'est la question, vous l'avez dit tout à l'heure, de la définition en fait, juridique de la démocratie. Et effectivement, cette tension qui existe au sein des démocraties libérales entre d'un côté la protection des droits individuels et la lutte contre la tyrannie de la majorité, et en même temps le respect de la souveraineté populaire qui est à la base de la démocratie, puisque la démocratie, c'est quand même le vote et l'organisation d'élections à échéance régulière. On a eu une polémique en ce début d'année avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a déclaré au JDD, je le cite, que l'état de droit, ça n'était pas intangible ni sacré, que la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Alors ça a fait une intense polémique, y compris
à l'intérieur du camp présidentiel. C'était fait pour ça. Il a d'ailleurs dû faire rétro-pédaler, etc. Mais voilà, le débat a été lancé, chacun a sa définition de l'état de droit. J'aimerais que vous réagissiez à cette sortie. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Bruno Retailleau ? Alors, évidemment, les contraintes de la parole vive font qu'il a été un peu rapide en laissant entendre qu'il était hostile à l'état de droit, ce que je ne crois pas. Oui. Mais il a raison de souligner une chose très importante, c'est que la notion d'état de droit a radicalement évolué au cours des dernières décennies. L'état de droit, il y a une partie intangible et sacrée, on peut l'accorder très facilement à ces défenseurs d'un nouveau genre, c'est la partie technique selon laquelle l'État doit obéir à ses propres lois. Or, on sait très bien que dans la vie courante, la tendance à l'abus de pouvoir est une constante de la vie des États. Donc, qu'il y ait des garde-fous contre ces abus de pouvoir, c'est absolument indispensable. Et les tribunaux divers, les cours diverses qui sont institués pour ce faire sont hors de question. Alors, je ne vais pas refaire une histoire complexe de cette notion qui a connu toutes sortes d'évolutions, en particulier l'introduction d'un principe dit de hiérarchie des normes, c'est-à-dire en particulier l'idée que la Constitution est au-dessus des lois et que donc les gens qui font les lois, le législateur, les députés, n'ont pas le droit de transgresser la Constitution en faisant des lois. Là aussi, c'est un barrage tout à fait nécessaire et il n'y a rien à dire là-dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle une constitution ? C'est là où les choses déjà commencent à se brouiller sérieusement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tirer d'une constitution la totalité des principes selon lesquels doivent fonctionner les rapports sociaux ? C'est là où on arrive aujourd'hui à quelque chose de nouveau qui est dans l'état de droit. Il y a une définition qui ne dit pas son nom de la démocratie. La démocratie, c'est plus la souveraineté du peuple, qui est justement suspecte d'autoritarisme. Qui est un despotisme de la majorité. La démocratie, c'est l'exercice le plus complet et le mieux garanti des libertés individuelles. C'est ça l'enjeu de la discussion actuelle sur l'état de droit. C'est est-ce la bonne définition de la démocratie ? Ou est-ce que la démocratie, ça n'est pas le nœud que j'essaye de décrire entre précisément ces deux pôles ? Oui, les libertés individuelles sont le cœur de la vie démocratique, mais tout l'art politique est de les faire composer avec la souveraineté du peuple. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au travers de ces débats de cette avancée de l'état de droit, c'est à une éviction de la souveraineté populaire. Et c'est ce qui en fait un enjeu contentieux. Alors, la souveraineté populaire n'est pas la source, c'est là où probablement la formulation de Bruno Retailleau est maladroite, mais elle n'est pas la source de tout. Mais elle est une composante indispensable, et je crois que nous sommes entièrement d'accord avec Nicolas Bavrez, pour dire que la démocratie, c'est une combinaison. Et au fond, la crise démocratique actuelle, je crois que nous ne serions pas en désaccord sur cette définition, c'est la dissociation des composantes qu'il s'agit de faire jouer ensemble, et que nous ne savons plus faire jouer ensemble. Si vous avez un parti de la souveraineté du peuple qui ne veut pas connaître les libertés individuelles, et un parti des libertés individuelles qui ne veut plus entendre parler de souveraineté, la démocratie est totalement bloquée et à certains égards, ça ressemble beaucoup à l'espèce de partage entre progressistes, disons en allemand, d'une étiquette, et populistes ou souverainistes, peu importe le nom ici, que nous sommes en train de vivre. Nicolas Bavrez, est-ce qu'il n'y a pas eu un excès dans la protection des libertés individuelles au détriment justement de la souveraineté populaire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur les questions migratoires, où effectivement le peuple, ou enfin en tout cas le Parlement vote des lois dures sur l'immigration, qui se font censurer par le Conseil constitutionnel au nom des libertés individuelles, et on voit que là, il y a un conflit qui est irréductible. Ce qui vient d'être dit est absolument juste, c'est-à-dire que c'est la querelle entre le côté souveraineté, la démocratie libérale qui récuse l'état de droit, ou de l'autre côté, un état de droit qui serait, une démocratie de procédure, comme on a un capitalisme de procédure. Capitalisme de procédure, c'est Enron. Une façade... Tous les principes comptables, la conformité, tout est là. En réalité, c'est une pure fraude. Une démocratie de procédure, s'il n'y a plus que des normes, qu'il n'y a plus de sens, etc., évidemment, elle se vide de tout contenu. À l'inverse,
quand on supprime l'état de droit, je rappelle que toutes les dictatures, quand on regarde l'Allemagne nazie, Hitler supprime l'état de droit et ensuite il fait des élections. Et bizarrement, les élections, effectivement... Et c'est au nom de cela, d'ailleurs, qu'on a sacralisé l'état de droit. Consacre son pouvoir absolu. Mais c'est là où il faut... L'état de droit n'a pas à être sacralisé. L'état de droit est une institution importante et par ailleurs, l'état de droit, il a toujours évolué. Les lois d'aujourd'hui ne sont pas celles des années 30, qui n'étaient pas celles de la fin du 19e siècle. Même si, entre nous soit dit, les grandes lois du 19e siècle étaient plutôt mieux faites que les nôtres et un certain nombre continuent à être appliquées, à être beaucoup plus claires que ce que vote aujourd'hui le Parlement. Mais ça, c'est une autre question. Mais donc, effectivement, l'opposition, elle est complètement stérile, elle ne permet pas de sortir de la crise démocratique. Pour en sortir, il faut travailler sur les trois. Donc, l'expression du suffrage universel, voir s'il y a des manières d'associer mieux les citoyens. L'état de droit, effectivement, il doit fonctionner de manière efficace et ne pas perdre l'idée qu'il est... À quoi sert l'état de droit? Une chose qui est très simple, c'est d'avoir une sécurité suffisante dans la société pour que ce ne soit pas la guerre civile. Bon, et c'est ça, et enfin, il y a les mœurs, la citoyenneté, et pour ça, c'est le pilier quand même éducation qui est aujourd'hui très fragilisé. Donc, on doit travailler sur ces différents aspects si on veut sortir de notre crise démocratique. Et l'opposition entre les deux principes, elle est aussi stérile que l'opposition entre la justice et la police si on veut régler nos problèmes de violence. Il y a une autre opposition qui traverse votre livre, Marcel Gauchet, c'est l'opposition entre le peuple et les élites, puisque c'est aujourd'hui un clivage aussi à l'intérieur de nos démocraties. Alors, d'un côté, les populistes qui se réclament du peuple, et de l'autre, les élites. Alors, personne ne se réclame des élites, mais en tout cas, de facto, un peu un parti des élites qui, on le voit, ça se lit d'ailleurs, le clivage sociologique est de plus en plus fort à travers les élections. Est-ce que vous pensez que cette grille de lecture entre peuple et élite, elle a une pertinence aujourd'hui pour lire le blocage politique que nous traversons? Elle a une validité partielle. D'abord parce que dans les mœurs dont parlait Nicolas Bavrez à très juste titre, l'exemple des élites, historiquement, a toujours joué un grand rôle. Les élites, elles sont là aussi pour mener, pour guider, pour inspirer. Et elles ne jouent plus ce rôle. Et là, ce qui a créé ce clivage, c'est en fait... Pour le dire simplement, c'est un des effets en retour absolument imprévus de la globalisation, qui a créé deux catégories de personnes à l'intérieur de nos sociétés qui ont des horizons totalement différents. Les gens qui subissent et les gens qui sont de vrais acteurs. Les vrais acteurs, ce sont des gens qui ont le niveau de diplôme et de connaissance, ne serait-ce que pour commencer, la connaissance de l'anglais suffisamment fluent, comme on dit, pour participer de la vie de la planète globale, et avec la mobilité que ça suppose. Et puis les gens qui sont réduits à leurs conditions territoriales, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette mobilité, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut agir d'ailleurs. Il y a une politique qui peut être capable de répondre à ces questions éducatives, mais pas seulement, qui, elle, subit. Il y a des gens qui agissent et des gens qui subissent. Et ça fait deux mondes très très différents. Et puis, je pense qu'il y a derrière encore autre chose. Et là, on entre dans une question très compliquée qui relève des mœurs, d'une certaine manière. C'est le système de référence que les gens utilisent. D'un côté, vous avez les gens qualifiés par la société de la connaissance, comme on dit aujourd'hui, qu'il s'agisse du droit, de la technologie, de la finance, de l'économie. Et puis les gens dont le langage social, si je puis dire, le langage des relations de tous les jours, obéit à une grille tout à fait différente. Ce qui permettait de faire le point entre le pont entre ces deux couches, c'était l'éducation qu'on peut appeler humaniste, à base de culture générale, qui donnait un dialogue social possible entre des gens de milieux sociaux très éloignés. Vous enlevez cet élément de lien, et vous avez des gens qui ne vivent pas dans le même monde, intellectuellement, moralement,
et spirituellement, il faut dire au sens où leurs horizons sont complètement différents. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est une fracture extrêmement profonde. On le voit, elle est sensible à l'œil nu, si je puis dire. C'est deux langages qui ne se rencontrent pas. On peut l'observer dans la vie politique, alors ô combien. Nicolas Barré, sur cette question. Est-ce qu'il y a eu la coupure? Elle est incontestable. On a vraiment eu la même structure que dans les années 30, c'est-à-dire un capitalisme qui est devenu inégalitaire, qui est entré en crise. On a fracassé les classes moyennes et donc on s'est retrouvé avec une paupérisation terrible de pans entiers du territoire et de la population. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis où l'espérance de vie aux États-Unis aujourd'hui est inférieure à celle de la Chine. Ce qui est quand même ahurissant. Et pourquoi? Parce que toute une partie de la classe moyenne qui a été paupérisée dans des conditions telles que, par ailleurs, elle a été touchée par la crise des opioïdes, etc., plus le délire des armes à feu. Enfin, donc, il y a des choses qui sont objectives là derrière. Et puis, il y a une chose dont il faut parler, c'est que je pense que c'est plus que la sécession des élites. Il y a une trahison des élites. Une vraie trahison des élites qui ont arrêté, parce que la démocratie, comme on l'a dit, c'est évidemment des institutions, un état de droit, mais c'est aussi des valeurs. Quand on prend par exemple la devise de la République française, qui est magnifique, qui devrait être au cœur, elle est parfaitement adaptée à l'histoire universelle du XXIe siècle, elle a été abandonnée. Liberté, égalité, fraternité, ça a été complètement abandonné. Et donc, évidemment, il y a des gens qui s'en sont emparés et qui se sont glissés dans cet espace. Donc, soit des gens violents, les djihadistes, soit les populistes. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout ça a eu lieu, mais quand on regarde donc l'élection américaine, c'est vrai que là encore entre la démesure de l'argent, c'est quand même une élection avec les élections parlementaires. Ils vont investir quand même plus de 10 milliards de dollars dans cette élection entre les candidats et ce qui est absolument démesuré, sachant qu'il y en a toute une partie qui est concentrée sur quelques cantons. Donc c'est une folie furieuse et elle montre bien la décomposition. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, ce qui peut peut-être permettre de parler un peu de la sortie, c'est qu'il y a quand même des endroits où ça a commencé à bouger. Quand on regarde l'Europe du Nord, la Suède, le Danemark, on a des gens qui viennent de partis et de formations en partis traditionnels, d'ailleurs à gauche comme à droite, et on a commencé à retrouver des formules où on est compétitif sur l'économie, on est solidaire, on assure la sécurité, on réarme, et on arrive à faire à la fois de l'adaptation au numérique et à l'écologie. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité et que les élites d'Europe du Nord, d'une certaine manière, elles étaient largement, voire acquises à cette espèce à toutes ces idées folles et fausses, la fin de l'histoire, la fin des frontières, la fin du travail, la fin des fins. Quand ils ont commencé à trouver des solutions, ce qui montre que le monde démocratique n'est pas condamné. Et toujours pour essayer d'ouvrir un peu, parce qu'on pense toujours à l'Occident, mais quand on regarde en Asie, on a des démocraties, Australie, Nouvelle-Zélande, qui se portent plutôt bien, ou, et Dieu sait qu'ils ne sont pas dans des situations faciles, Taïwan, Corée du Sud, on a des gens qui arrivent à faire vivre la liberté dans des univers qui sont quand même très, très, très compliqués. Un mot, Marcel Gauchet, je voudrais vous faire réagir sur la question du sursaut. On a vu cet été des Jeux Olympiques qui ont été célébrés dans le monde entier, où la France a été mise sur le premier plan. Ça a été une manière presque pour Emmanuel Macron de faire oublier la catastrophe des législatives. Et puis on revient dans cette rentrée avec ce marasme budgétaire et politique. On voit d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a bénéficié en rien dans sa popularité des Jeux Olympiques. Et on dirait que les Jeux Olympiques ont été oubliés, mais du jour au lendemain, comme s'ils n'avaient jamais existé. Comment vous expliquez ce paradoxe, en espèce de célébration du génie français, et puis finalement, en fait, derrière, tout ça s'est évaporé. Alors, peut-être, ça mériterait une vraie analyse que je ne suis pas capable d'improviser, mais d'une part, cette célébration m'a paru d'ailleurs intéressante pour ce que j'en ai compris, c'est que c'était une célébration du patrimoine français. Les gens voyaient moins les compétitions au pied de la Tour Eiffel que la beauté du patrimoine parisien, ce qui est très bien.
Mais sommes-nous à la hauteur de ce grand passé? Ça, c'est la vraie question. Oui. Et je pense que M. Macron, avec tout le respect qu'on doit au président de la République, n'est peut-être pas à la hauteur du patrimoine dont il est l'héritier en tant que président. Et je tendrais à penser que les gens sont très capables de faire le départ instantanément entre ces deux dimensions. Oui, nous sommes un pays qui a été un modèle dans le monde, nous ne le sommes plus. Oui, mais vous dites quelque chose d'intéressant dans votre livre, vous dites qu'il y a une sorte de muséification du passé français. Oui. Et on le voit, on dirait qu'on est constamment dans la cérémonie, dans la commémoration, dans la mise en scène de notre passé, de notre grandeur passée, et tout en vivant dans une espèce de présent bloqué, comme c'est un échappatoire. Nous sommes meilleurs dans la commémoration que dans l'action. Oui. Il y a un vieux complice de Marcel Gauchet qui appelle ça la commémonation. Non, mais vous parlez, vous, Nicolas Vavresse, de sursaut. Vous pensez quand même, 20 ans après avoir écrit La France qui tombe, que la France a les ressources pour sortir de cette ornière. Là, on voit pas. À court terme, par exemple, avec le budget, le mur du budget qui arrive, on ne voit pas vraiment le début d'une solution pour sortir de l'impasse. Vous y croyez? Repartons d'abord de la crise des démocraties. Ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, c'est une période très dure, mais que ce que décrit Marcel Gauchet, en même temps, c'est terminé, parce que ce cycle-là, de toute manière, il est clos, et donc on est passé à autre chose. Donc, quelles sont les grandes questions qui se posent? Est-ce qu'on a forcément le choix entre la décroissance et l'apocalypse climatique? Réponse non. On voit qu'il y a plein d'endroits, même en Europe, on a fait moins 37 sur les émissions depuis 1990, c'est spectaculaire. Et donc, même en Chine, ça baisse. Donc, et il y a plein d'endroits où on fait de la croissance et de la transition climatique. La deuxième question, c'est est-ce que forcément, on va vers le chaos et vers la guerre? Réponse, si on ne fait rien, c'est une possibilité. On voit quand même qu'il y a des limitations qui jouent encore, y compris en Ukraine et au Moyen-Orient. Et la troisième grande question, c'était est-ce que les démocraties vont fortement perdre face aux empires autoritaires? Aujourd'hui, la Chine, elle a d'énormes problèmes économiques. La Russie, c'est un désastre stratégique absolu. Et quant à l'Iran, c'est depuis Aristophane et Lysistrate, on sait que quand toutes les femmes sont contre un régime, généralement, le régime finit par avoir des problèmes. Donc, combien de temps ça prendra? Combien de morts? Je ne sais pas, mais on voit que les Iraniens sont quand même devant une situation compliquée. Donc, on commence à voir aussi sur le capitalisme, l'idée de capitalisme de partie prenante. Bref, on n'en est pas du tout sorti, mais on voit qu'il y a des possibilités. Pour la France, c'est vrai que c'est une situation qui est très difficile, mais le seul intérêt, c'est que on peut plus ruser avec la vérité. Donc, on a eu la protection de l'euro, la protection d'une certaine manière des institutions de la Ve République, le fait que Bercy arrivait à faire rentrer 52% du PIB dans les caisses de l'État sans que personne ne proteste, c'est complètement aberrant. Bon, mais tout ça c'est terminé. D'une certaine manière, c'est le seul acquis d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, sur la dette publique, on est au pied du mur, oui, c'est sûr. Non, mais exactement. Sur la dette publique, plus personne ne nous fait confiance, ni les marchés, ni les agences, ni nos partenaires européens. Sur la diplomatie, le roi est nu, et donc c'est pour ça que c'est un peu 58. C'est-à-dire que les Français sont maintenant devant le réel. Et alors effectivement, ce que disait le choix reste le choix de 45. Ce que disait Monet, c'est le déclin ou la modernisation. En 45, les Français ont choisi la modernisation. En 58, c'était le miracle ou la faillite. On est allé. Bon, ça peut se terminer très mal, mais ça peut aussi bouger. Et ça peut bouger donc par le fait qu'aujourd'hui, chacun va être mis au pied du mur et que chaque Français va devoir aussi faire son choix. Et l'autre chose, c'est que précisément la fin de cette donne décrite par Marcel Gauchet, elle est intéressante parce qu'elle correspond plus à l'esprit français. On est dans un monde où la géopolitique a repris le pas sur l'économie, où les États ont repris la main sur les marchés, où la sécurité est plus importante que l'optimisation des chaînes de valeur, et où il faut reconstruire un contrat entre l'État, les entreprises et les citoyens. C'est pour ça que ça nous renvoie un peu à 45, ce que d'ailleurs vous citez dans la conclusion de votre livre, pour dire que c'était un exemple de réinvention de la démocratie dans une période compliquée. Marcel Gauchet, est-ce que la France peut échapper à un moment de catharsis populiste ? Est-ce que on voit dans tous les pays européens, il y a un moment où un populiste a pris le pouvoir, que ce soit avec le Brexit au Royaume-Uni, en Italie, Salvini, en
en Europe, en Amérique, Trump, est-ce que la France, qui a reculé pendant longtemps l'échéance populiste, va devoir passer par cette case-là, simplement pour dénouer le nœud démocratique ? Je n'ai aucune capacité prédictive dans ce domaine. Je me garderais bien de faire un pronostic qui serait ridicule, et parce que voué par principe à être dépassé. Mais nous sommes devant des choix, des vrais choix. C'est une hypothèse. Je pense qu'elle est suffisamment présente dans l'esprit de beaucoup de responsables politiques pour que peut-être ils se décident à sortir du bois et à dire vraiment ce qu'ils pensent, par exemple, aux citoyens, parce qu'on sait un peu ce qu'ils pensent, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'ils disent publiquement. Ou bien, en effet, il faut passer par une épreuve qui n'est pas nécessairement cataclysmique, parce que il y a un populisme qui s'adapte aux situations et qui finalement se révèle plus raisonnable qu'on aurait pu le craindre au départ. Donc c'est effectivement la question qui nous est posée et qui dépend entièrement de nous d'une certaine manière, puisque c'est la formation de l'opinion dans les années, dans les mois, dans les années qui viennent, qui va décider de cette issue ou non. Nous n'avons pas de guerre d'Algérie dont il faut sortir, et Dieu sait que c'était pas simple. À beaucoup d'égards, nous avons des atouts beaucoup plus considérables que nos devanciers. Donc si nous ne sommes pas à la hauteur de cette conjoncture collectivement, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, même au regard d'un pays qui a une tradition politique de sursaut. Justement, c'est très important, cette idée que, par ailleurs, le temps des excuses, l'état de la France, c'est pas la faute de la mondialisation, c'est pas la faute de l'Europe, c'est pas la faute de l'Allemagne, c'est pas la faute des immigrés, c'est une faute collective. Alors les dirigeants ont été complètement irresponsables et démagogues, mais chaque citoyen est aussi concerné, et c'est ce qu'on dit. Maintenant, chacun va devoir choisir, les dirigeants, mais aussi les citoyens. Je lance un appel, si le général de Gaulle futur nous écoute, qu'il n'hésite pas à se manifester. Nous n'avons plus de généraux qui soient dans la politique comme celui-là. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Je rappelle le titre de vos livres. Marcel Gauchet, Le nœud démocratique, c'est chez Gallimard. Et Nicolas Babré, Le sursaut, ça paraît le 23 octobre aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. La semaine prochaine, un nouveau club, Le Figaroïdé. Nous parlerons de la question des enfants. Est-ce qu'il est encore possible de faire des enfants dans un monde en crise, justement ? Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci.